Topissime. Tu es le dernier des 4 enfants. Quand le drame est survenu et que ta mère a été hospitalisée, des voisins t'ont recueilli et gardé quelques semaines. Puis au début de l'année, ton père t'a confié à monsieur et madame R, des paysans qui vivaient dans un village de la plaine. En plus de la nombreuse famille qu'elle élevait, madame R avait déjà en nourrice 2 petites filles dont la mère avait perdu une jambe lors d'un accident. Écrasée de travail, madame R avait d'abord refusé de te prendre. Mais lorsque, par la suite, elle avait appris que tu allais être placé chez une vieille femme qui se saoulait et vivait dans un taudis, elle avait accepté de dépanner ton père, afin de lui laisser le temps de chercher une nourrice acceptable. Lorsqu'enfin il en eut trouvé une et qu'il vint te chercher, madame R et ses 5 filles ne voulurent pas te laisser partir. Elles s'étaient attachées à ce nourrisson et dirent à ton père qu'elle s'occupait de toi, comme si tu étais un fils de la famille. Pourtant, le bébé que tu étais aurait dû les excéder et les pousser à refuser de te garder. Car jour et nuit, les épuisant l'une après l'autre, tu ne cessais de pleurer. Tu pleuras tant qu'un muscle de laine se déchira et qu'il fallut t'opérer d'une hernie. Elles étaient aux petits soins pour toi. Elles te nourrissaient comme il convient, te parlaient, te berçaient, te dorlotaient, mais rien ne pouvait apaiser tes pleurs. Ton père, ayant oublié de leur indiquer ton prénom, elles choisirent de t'appeler Jean, à l'instar du fils de boucher, un garçon plaisant, sympathique, que tout le village appréciait. T'attribuer son prénom, c'était marquer l'espoir que tu aurais chance de lui ressembler, de recevoir en partage certaines de ses qualités. Ainsi étais-tu devenu Jean ou bien Jeannot. À l'école, quand l'institutrice t'appelait par ton vrai prénom, tu réagissais avec retard, ne comprenant pas qu'on s'adressait à toi. T'habituer à ce nouveau prénom ne te fut pas facile, car ceux qui étaient maintenant ta mère, ton père, tes sœurs, ton frère, continuaient de te donner du Jean et du Jeannot. Devenu plus grand, un jour où tu étais agacé d'avoir à répondre tantôt à un prénom, tantôt à l'autre, tu en vins à conclure que lorsqu'un enfant entrait à l'école, il était sans doute nécessaire qu'il reçoive un nouveau prénom. Si tu t'étais ouvert de ce problème à tes copains ou à des adultes, ils t'auraient certes détrompé, mais tu n'en fis rien. Et cette bizarre idée s'ancra dans ta tête. Quand tu sors de l'école, tu n'es pas de ceux qui restent à jouer sur la place ou à traîner par les rues. Dès que vous êtes libéré, tu rentres en courant dans la ferme. Une peur dévorante t'habite. La peur qu'un jour, à ton retour de l'école, tu trouves la maison vide et que ta mère soit partie, t'ait abandonnée. Lorsqu'en arrivant hors d'haleine, tu la vois, tu es soulagé, apaisé, et tu ne la quittes plus. Où qu'elle aille, tu es fourré dans ses jupes et participes par le regard à tout ce qu'elle fait. Un jour, en fin d'après-midi, après la classe, alors qu'il commence à faire sombre, tu pénètres dans la cuisine et constates qu'elle n'est pas là, non plus qu'aucun autre membre de la famille. À l'angle de la table, pour ton goûter, une tranche de pain avec son morceau de sucre. S'ils sont absents, c'est qu'ils ont pris la route, qu'ils ne reviendront plus. En hurlant, tu cours dans la maison, te précipites à l'écurie, dans le hangar, ouvre la porte de la cave, appelle, mais personne ne répond. De plus en plus affolé, tu cours de droite à gauche, vas voir derrière le tas de bois. Et soudain, tu l'aperçois au fond du jardin, où elle est en train de bêcher. Il lui fallut un long moment pour te calmer et t'amener à dire ce qui t'avait à ce point alarmé. La peur.
La peur a ravagé ton enfance. La peur de l'obscurité. La peur des adultes. La peur d'être enlevé. La peur de disparaître. Le matin, à l'aube, quand tu mènes tes vaches paîtres et que loin du village, longeant des bois où tu t'enfonces dans la campagne déserte et silencieuse, tu ne cesses d'être aux aguets, de te retourner, de scruter le moindre buisson, de surveiller ce qui t'est proche tout en promenant un regard circulaire sur les lointains. Pour te rassurer, tu te tiens au plus près de tes vaches. Tu as cet espoir que, peut-être, elles pourraient te défendre. Parfois, à voix basse, pour ne pas alerter le voleur d'enfants qui s'apprête à bondir et se saisir de toi, tu leur parles. Le son de ta voix t'aide à te sentir moins seul, moins menacé, et la présence des bêtes te réconforte. Mais le pire, ce sont ces soirs d'hiver où il faut aller chercher du vin à la cave. Chaque pas, chaque geste mis au point en vue de ne pas faire durer la terrible épreuve une seconde de plus. Sortir, plonger dans la ténèbre, traverser la cour, ouvrir la porte d'une main ni trop lente, ni trop rapide, éclairer, dévaler les escaliers avec ce sentiment que tu t'enfonces graduellement dans l'abîme, la lumière avare, qui n'éclaire qu'un faible espace, et laisse dans l'ombre le tonneau, près duquel tu dois attendre interminablement que ton pot se remplisse. Le robinet haï, qui ne laisse couler qu'un mince filet noir, le sang qui bat aux tempes, les oreilles qui bourdonnent, puis remonter, t'empêcher de gravir les marches 4 à 4, veiller à ce que le vin ne s'échappe pas du pot tenu par une main qui tremble, éteindre, refermer précautionneusement la porte, mais la serrure qui grince risque de signaler ta présence, la cour traversée en 3 bonds, la lumière retrouvée de la cuisine, attendre un instant dehors, appuyé contre le mur, reprendre haleine, laisser le cœur se calmer, retrouver la possibilité d'entendre et de parler, puis bravement pousser la porte et reprendre ta place à table comme si rien ne s'était passé. Chaque fois terrifié, chaque fois dans un tel état que tu approchais de la folie. Topissime.